Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Jean-Fabien Steck. Bonjour Jean-Fabien. Bonjour. Alors Jean-Fabien, vous êtes maître de conférence HDR, donc habilité à diriger les recherches en géographie à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes membre et co-directeur de l'UMR La Vue, donc qui travaille sur l'architecture, l'aménagement des villes, l'urbanisme et l'environnement. Vos travaux portent sur les informalités urbaines dans les villes d'Afrique, thématique qui vous permet d'aborder la question des liens entre politique de développement, politique d'aménagement et urbanisme. Donc vous avez travaillé sur de nombreuses grandes villes africaines, comme Abidjan, Lomé ou Nairobi, et vos recherches se tournent aujourd'hui vers l'étude des villes plus secondaires, et ça va nous intéresser très fortement aujourd'hui d'ailleurs dans le podcast, principalement en Côte d'Ivoire et en Guinée. Alors, tout le monde l'a compris, on va évoquer, Jean-Fabien, aujourd'hui une série africaine, une série qui parle sur l'Afrique. Quelle est cette série ? Alors, la série dont on va parler, c'est une série qui s'appelle Wara. Alors, Wara, c'est un terme qui veut dire les fauves, le fauve. C'est une série qui est disponible sur TV5 Monde, qui est disponible en streaming, donc vous pouvez assez aisément aller la voir. Et c'est une série qui, en gros, alors se passe en 2024, assez intéressant parce que finalement, le choix d'une date lointaine permet d'éviter toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé. Et puis, c'est une série qui a pour intérêt de présenter une double unité, une unité de lieu, une ville qui s'appelle Tanasanga, mais qui en fait a été tournée à Saint-Louis du Sénégal, et une unité de temps qui est le temps d'une campagne électorale pour des élections municipales. Cette série est une série qui appartient au registre de ce qu'on appelle les séries d'edutainment, selon un anglicisme assez peu élégant. L'objectif finalement de cette série est d'essayer de porter un certain nombre d'éléments d'éducation à la citoyenneté, à la participation, et c'est quelque chose qui est revendiqué par les réalisateurs, par les producteurs de cette série. La campagne électorale, qui est décrite en 8 épisodes, pour l'instant il n'y a qu'une saison de 8 épisodes, de 45 minutes à peu près chacun. Eh bien, cette campagne électorale va être l'occasion finalement d'attirer l'attention des spectateurs sur un certain nombre de grandes questions civiques autour de la place des jeunes, autour de la place des femmes, autour des enjeux du gouvernement et de la gouvernance locale. Et c'est quelque chose qui est évidemment très important dans un contexte où les collectivités locales sont amenées en Afrique à prendre de plus en plus d'importance dans le cadre de la diffusion de politiques de décentralisation et de transfert de compétences. Alors la série elle-même, évidemment, ce n'est pas un documentaire, c'est bien une série, c'est une fiction. Et cette fiction repose sur un certain nombre de personnalités fortes. On peut en retenir 3 principales. La première, c'est la personnalité de Moutari Ouara, qui est un professeur de droit, ancien avocat, qui, dans ses jeunes années, avait été un militant, qui a connu les années d'exil, etc., et qui finalement sort de la réserve dans laquelle il s'était mis en tant que professeur de droit pour, en partie à son corps défendant, se lancer dans une campagne municipale contre une majorité sortante qui apparaît comme étant relativement corrompue. Le deuxième héros, la deuxième héroïne, de cette série, c'est une des étudiantes de Wara qui représente 2 choses dans la série, c'est-à-dire la montée en puissance de la jeunesse africaine, sa volonté finalement de prendre part au débat politique et de participer au gouvernement, en l'occurrence ici des territoires locaux. Et puis c'est une femme, et c'est l'occasion évidemment d'évoquer la question de la parité et de la place des femmes en politique dans des systèmes qui sont marqués par le poids du patriarcat.
Et puis, il y a une troisième personne que l'on ne voit pas nécessairement beaucoup à l'écran, mais qui est assez présente, qui est la personne du professeur Sugar, une femme qui est professeure de pharmacologie et qui était une ancienne compagne de lutte de Mutari Wara et qui, elle, pendant quasiment toute la saison, est en prison. Ce qui permet d'aborder une autre question importante dans la série, qui est la question des conditions carcérales dans des pays africains. Alors, à la limite, ça pourrait être élargi à d'autres pays. Et essaye, à partir de là, de montrer aussi ce que sont les enjeux de la justice, de l'incarcération, en sachant qu'en plus, cette personne est en prison pour un crime qu'elle aurait effectué il y a quelques années, enfin il y a quelques décennies, dans le contexte d'un mariage forcé. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de thèmes qui vont apparaître autour de ça. Donc ces trois acteurs principaux finalement vont scander la série qui est organisée en 8 épisodes. Donc le premier épisode s'appelle L'arrestation, donc on va raconter l'arrestation de Sugar. Le deuxième s'intitule L'accident et tourne autour de l'accident dans une petite usine de Saint-Louis. Finalement, l'occasion d'aborder la question de la révolte, de la manifestation, etc. Le troisième épisode s'intitule La manifestation, je pense que je n'ai pas besoin de trop développer. Le quatrième épisode s'appelle Le pamphlet. Le cinquième épisode s'appelle L'épidémie, ce qui permet d'évoquer la question de la santé aussi, de la pollution de l'eau, etc. Le sixième épisode s'appelle Bintou et est centré autour de la figure d'une journaliste d'investigation, ce qui pose aussi, là encore, ce qui permet d'aborder la question de la liberté de la presse. L'épisode 7 s'intitule Kidnapping et va permettre une légère incursion de la série en dehors de la ville pour montrer les espaces ruraux environnants. Et puis, le huitième épisode s'intitule La décharge et il tourne autour d'un incendie de la décharge. Et évidemment, tout cela prend place pendant le temps d'une campagne électorale qui dure à peu près 3 mois. Hein. Ces 8 épisodes correspondent à 3 mois de la vie de Tana Sanga et de sa campagne électorale. Donc voilà, brièvement résumé, ce que représente cette série et ce qu'est son objectif, parce que comme il y a une vocation éducative, évoquer dans cette série la question de ce que sont ses objectifs, et notamment ses objectifs éducatifs, me semble relativement important. Oui, effectivement, Jean-Fabien, ces objectifs sont importants, d'autant plus que j'allais vous poser maintenant une question autour du contexte de production. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une série qui est sur l'Afrique, mais qui a été produite par TV5 Monde, qui est la grande chaîne de la francophonie. Alors, qu'est-ce que là aussi cela veut dire? Et peut-être, est-ce que vous l'avez dit, hein, il y a vraiment une volonté derrière cette série de fixer certains objectifs, en particulier cet edutainment que vous avez présenté à l'instant. Alors effectivement, c'est une série africaine internationale. Je crois qu'on pourrait la présenter comme cela. Elle est internationale pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, vous l'avez dit, son diffuseur, hein, TV5 Monde, qui est un consortium de chaînes de télévision francophones, hein, regroupant les télévisions publiques françaises, belges, suisses, québécoises. Avec le soutien de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, c'est une production internationale dans le monde de la francophonie. Alors, TV5 Monde est le diffuseur, ce qui permet d'ailleurs d'avoir un accès assez facile à la série. Hein, je l'ai déjà dit en ouverture, hein, mais le fait qu'elle soit accessible en streaming sur le site de TV5 Monde montre bien aussi qu'il y a une volonté de diffusion élargie par divers canaux. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de revenir un petit peu sur le financement de la série et sur l'identification des producteurs. En fait, on a une production qui va tourner autour de 3 grands producteurs, des producteurs français, des producteurs nigériens, et des producteurs sénégalais. Alors, au-delà de la nationalité des différentes sources de financement, ce qui est intéressant, c'est de constater également que ces financeurs, ces producteurs, viennent de milieux différents. On va à la fois trouver des producteurs professionnels, en ce sens où ce sont des producteurs classiques de contenu audiovisuel, hein, qu'il s'agisse du nigérien MJP Productions ou du français Astarté et compagnie. Mais on va aussi trouver
des financeurs institutionnels, chose originale, justement, l'Agence française de développement, qui est un bailleur qui participe justement au financement de projets et de programmes de développement bilatéraux et multilatéraux, a participé au financement de cette série. Donc, c'est un élément important à souligner. Et puis, parmi les financeurs, les producteurs, on va trouver une ONG, l'ONG RAES, Réseau africain pour l'éducation et la santé, qui est une ONG sénégalaise qui a maintenant une quinzaine d'années et qui intervient, comme son nom l'indique, dans le secteur de l'éducation et de la santé. Donc, ce qui est intéressant, c'est de remarquer justement ces producteurs un petit peu originaux, un petit peu particuliers dans une production de série, c'est-à-dire à la fois un bailleur international, une ONG, et on voit bien d'emblée justement quel est l'objectif de cette série, c'est-à-dire c'est une fiction portée par des scénaristes, portée par des acteurs, bref, par des gens qui appartiennent au milieu de la production artistique. Et puis, on va trouver derrière des producteurs qui sont des producteurs qui appartiennent au monde du développement. Alors, c'est une appellation très vague, mais qui permet d'emblée de montrer comment se positionne cette série. Et puis, si elle est internationale par sa diffusion et par sa production, elle est aussi internationale par sa réalisation. Si l'un des principaux réalisateurs, Charlie Belto, est français, les scénaristes viennent de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas tous les citer, mais si vous allez sur le site, vous allez trouver tous leurs noms, parce que c'est un collectif de scénaristes en fait qui a participé à la réalisation et à la construction du scénario et des dialogues de la série. Et là, on va retrouver un réseau de scénaristes ouest-africains. Et puis, tout est parti d'une idée originale et d'un réalisateur nigérien très connu qui s'appelle Magaji Issoufou Sani, qui est décédé en août dernier et qui avait déjà produit un certain nombre de séries à succès, dont l'une d'entre elles, qui s'appelle Bruit de tambour, à laquelle il est fait allusion par un clin d'œil dans Wara d'ailleurs. Cette série, Bruit de tambour, est une série qui décrivait un petit peu la même chose que ce qu'on voit dans Wara, c'est-à-dire les différents jeux et conflits d'acteurs politiques locaux. Et donc, on voit bien qu'il y a ici Wara est le résultat finalement de la convergence d'un certain nombre de groupes, qu'il s'agisse d'artistes, de réalisateurs, de scénaristes, d'acteurs, mais aussi une convergence d'intérêts entre différents producteurs. Alors, j'ai une question tout de suite qui me brûle les lèvres. Je profite de vous avoir au micro, vous qui êtes un géographe et spécialiste de la ville africaine, pour voir peut-être, moi j'ai trouvé ça très intéressant en regardant Wara, c'est qu'on voit la ville africaine telle qu'elle est, et en particulier, vous l'avez dit, ces villes secondaires. Alors bien sûr, la ville présentée est une ville fictive, mais vous l'avez dit, on s'imagine à Saint-Louis du Sénégal. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir justement avec votre œil de géographe de cette ville secondaire africaine ? Alors effectivement, le grand intérêt de Wara, c'est de représenter justement une ville secondaire. Alors attention, ville secondaire, ça ne veut pas dire petite ville. Saint-Louis, tout comme Tanasanga, cette ville fictive, effectivement, qui est présente dans la série, ne sont pas des petites villes. Mais ce qui est important, c'est de voir l'importance que prennent aujourd'hui les villes secondaires dans la réflexion que l'on peut avoir sur la place des villes dans le développement et notamment dans le développement régional. On pourrait parler, alors bien sûr, on peut parler de Tanasanga, de la ville de Tanasanga, mais il y a un lieu emblématique dans la série qui est l'université. L'université, parce que l'université est le lieu finalement qui va concentrer un certain nombre d'acteurs et d'événements. D'abord, je l'ai dit en ouverture, l'un des principaux héros de la série, Moutari Wara, est professeur, l'une des héroïnes est l'une de ses étudiantes, et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que leur principal opposant, qui est le représentant de l'équipe municipale sortante, est le recteur de l'université. Pourquoi tout tourne autour de l'université? Pour une raison assez simple, c'est que finalement, dans les dynamiques actuelles qui sont celles des villes secondaires en Afrique, c'est par l'université, d'une certaine façon, que se fait une part de métropolisation de ces villes. C'est-à-dire que l'on va transférer vers ces villes un certain nombre de services rares, de services centraux,
qui vont finalement faire l'attractivité de ces villes, la dynamisation de ces villes. C'est important parce que l'université va avoir plusieurs fonctions. D'une part, elle va montrer que l'université n'est plus simplement le privilège de la capitale nationale, Dakar par exemple ici. Ce qui est important aussi, c'est que l'université va attirer des catégories de population qui sont les intellectuels, va attirer des étudiants qui vont participer de façon importante à la vie municipale. Et donc là, on a quelque chose qui est tout à fait symptomatique, tout à fait emblématique des dynamiques des villes secondaires que l'on rencontre en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. On a le cas de Saint-Louis avec l'université Gaston Berger qui a servi de décor au film et qui est aujourd'hui une université très réputée en Afrique de l'Ouest. Mais évidemment, ce n'est pas propre à Saint-Louis. On a d'autres exemples d'universités qui ont participé justement de la montée en puissance de ces villes secondaires dans les réseaux urbains que l'on peut rencontrer en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Le deuxième élément qui est important, c'est que quand on voit la série, on voit qu'il y a d'autres éléments qui montrent comment se construisent des villes secondaires. Des villes secondaires se construisent aussi avec la recherche de la création d'un tissu économique qui puisse lui permettre de se développer, mais aussi, et c'est un élément très important dans la série, d'offrir des débouchés et des emplois aux jeunes diplômés qui sont présents dans la série. Autre élément que l'on pourrait évoquer, c'est que par-delà ces éléments, ces villes cherchent aujourd'hui à se positionner dans les réseaux de relations internationales et d'accès à l'aide publique au développement. Et là encore, c'est quelque chose que l'on voit de façon récurrente dans la série, autour du projet Tanasanga Ville émergente, qui repose sur des financements extérieurs. Et on voit bien l'importance que représente pour la politique tanasangaise la question de l'accès à ces ressources, à ces financements indispensables finalement à la mise en place d'un certain nombre de projets qui sont d'abord, même si le projet s'appelle Tanasanga Ville émergente, ils sont d'abord des projets finalement d'amélioration des conditions de vie au quotidien. Balayage des rues, déménagement de la déchetterie, etc. Et on voit bien ici comment se fait le lien entre ce que peuvent être des projets de promotion métropolitaine, régionale pour ces villes, ce que l'on retrouve dans l'idée de ville émergente, et puis la nécessité pour le faire de d'abord passer par une amélioration des conditions de vie des habitants et des cadres dans lesquels ils habitent. Alors, c'est assez paradoxal parce que finalement, les vues que l'on a de Saint-Louis ne permettent pas tellement de rendre compte de cette dégradation du milieu urbain. Oui, bien sûr, dans l'épisode 8 notamment, où il y a l'incendie de la déchetterie, on va voir un petit peu ces déchets et ce problème que représente l'absence d'entretien des services publics urbains, municipaux. Mais globalement, et c'est ça qui est intéressant, la série nous montre une ville de Saint-Louis qui est relativement aseptisée, une ville secondaire relativement aseptisée. Et finalement, ça va avec les types d'acteurs urbains qui sont représentés dans la série, qui appartiennent tous plus ou moins à la classe moyenne. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi quelle image on donne de la ville. Et puis, dernier point, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que, bien sûr, la série a été tournée à Saint-Louis, et bien sûr, on peut reconnaître Saint-Louis, mais la volonté des réalisateurs de la série, en créant aussi une ville fictive, c'est d'essayer aussi de se détacher le plus de Saint-Louis. Alors, on a ce jeu assez intéressant dans la série, où à la fois, on va retrouver quelques éléments qui sont iconiques de Saint-Louis et qui permettent de clairement l'identifier, jusque, par exemple, à la présence du fleuve Sénégal, omniprésent dans les plans de coupe, et qui permet justement de rappeler l'importance que représente le fleuve dans la ville de Saint-Louis. Mais à côté de ça, finalement, un certain nombre des bâtiments emblématiques de Saint-Louis ne sont jamais filmés. On a très peu de vues aériennes de la ville. Et donc, de ce fait, on est quelque part entre la volonté d'identification et puis en même temps la volonté de présenter une ville qui serait une ville moyenne, anonyme, si j'ose dire, en Afrique de l'Ouest.
Jean-Fabien Steck, cette série est aussi très intéressante parce qu'elle permet d'aborder plusieurs questions sociales très importantes dans cette Afrique de l'Ouest, telle qu'elle est aujourd'hui en 2020-2021, j'allais dire, et en particulier celle de la place de la jeunesse, qui parfois, et on le voit encore malheureusement beaucoup, prend les routes très, j'allais dire, tortueuses de l'émigration et de l'émigration clandestine avec beaucoup de décès, soit sur l'océan Atlantique, soit sur la mer Méditerranée. Et deuxième aspect social important que l'on voit dans la série, que vous allez nous dire aussi, c'est la place des femmes dans la société du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest de façon plus large. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Fabien, sur ces deux aspects sociaux essentiels dans la série Wara? Alors effectivement, ce sont des aspects qui sont très, très nettement mis en avant dans la série. Et d'ailleurs, l'ONG qui a participé à la coproduction de cette série insiste bien sur le fait que sa participation au financement de cette série est liée à sa volonté de promouvoir une place des femmes et une place des jeunes plus importante dans les organisations de la société civile et dans la participation politique au sens large du terme, que l'on pourrait envisager dans ces villes. Et de fait, l'héroïne de la série est une jeune femme étudiante, et donc on va retrouver, elle va finalement synthétiser ce double intérêt, cette montée en puissance voulue et promue des femmes et des jeunes. Alors, c'est mis en scène de différentes façons. C'est mis en scène d'abord par cette galerie de portraits de femmes, cette professeure qui est emprisonnée, cette jeune femme étudiante dont l'engagement en politique va croissant au fur et à mesure de la série, la grand-mère de cette jeune femme qui est une marchande de pagne et qui représente une autre figure de la femme, de la féminité, notamment en insistant sur son importance économique en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de figures de femmes et de figures de jeunes aussi. On va croiser évidemment beaucoup d'étudiants dans cette série, et on va croiser beaucoup d'étudiants, et c'est en lien avec ce que je vous disais il y a quelques instants, sur l'importance justement de la figure de l'université dans cette ville secondaire. C'est-à-dire comment l'université représente certes un lieu par lequel se fait la métropolisation, et qui structure justement l'importance que prennent ces villes secondaires dans les réseaux urbains en tant que lieu concentrant des services rares, mais c'est aussi l'occasion d'attirer l'attention sur l'importance que cette université peut avoir sur l'existence au sein d'une ville d'une jeunesse instruite, plus sensible finalement peut-être à la politisation, à l'engagement, et on le voit d'autant plus que l'une des premières revendications qui apparaît dans la série est celle des étudiants qui manifestent auprès du recteur pour obtenir le paiement de leur bourse, ce qui est aussi quelque chose qui va énormément parler aux téléspectateurs, parce que finalement, cette revendication estudiantine autour du versement des bourses est malheureusement quelque chose de très récurrent dans les différents pays de l'Afrique de l'Ouest, où les bourses sont régulièrement payées avec un retard considérable, ce qui évidemment a des conséquences très importantes sur la capacité que peuvent avoir les étudiants, l'immense majorité d'entre eux venant de milieux extrêmement modestes, de pouvoir justement utiliser l'université pour participer à cette ascension sociale. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir justement se mettre en place une mobilisation des jeunes, une mobilisation syndicale, une mobilisation politique aussi dans le contexte des élections municipales. Et la question qui va se poser est justement celle de l'identification des leaders d'opinion. Est-ce que ce sont des jeunes hommes? Oui. Est-ce que ce sont des jeunes femmes? Oui, de plus en plus. Et on a ici un élément important, et on voit bien ce que la série veut promouvoir, c'est-à-dire, et ce que l'on voit de façon parfois un petit peu caricaturale, mais c'est que le petit ami de l'héroïne est plutôt responsable du syndicat, et finalement son engagement politique semble plutôt, au fur et à mesure qu'on avance dans la série, guidé par son intérêt personnel, à commencer par le paiement des bourses, mais de façon plus générale par son intérêt personnel, alors que la jeune femme, elle, est plutôt présente dans un parti politique plus que dans le syndicat, et va plutôt représenter l'intérêt général. Alors, il ne faut pas en tirer des conclusions trop hâtives. Je parle ici de deux personnages. Les personnages sont plus complexes que cela. Les personnages secondaires vont montrer que tous les syndicalistes ne sont pas marqués par leur intérêt propre, et tous les politiques ne sont pas tous marqués par une
volonté de promouvoir l'intérêt général. Mais ce qui est intéressant, une fois encore, c'est de voir que comment, dans la narration, est promue la place des femmes, notamment par les types de discours qu'elles vont porter. Il y a là, ici, quelque chose d'assez intéressant, et surtout qui est assez intéressant parce que, honnêtement, les scènes de manifestations estudiantines sont très réalistes et montrent bien, peuvent participer à une identification assez facile par les téléspectateurs. Même chose, le fait que l'héroïne est une grand-mère vendeuse de pagne. Là encore, on est dans quelque chose qui participe d'une relative identification. J'aimerais d'ailleurs attirer l'attention sur le fait que ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'en fait, on a quand même une série qui est très socialement marquée. C'est-à-dire que, en fait, ce que l'on va observer, c'est une série qui tourne autour de la classe moyenne supérieure, classe moyenne en cours de constitution. Et finalement, on ne voit que très peu, finalement, les catégories de la population les plus populaires, les moins intégrées. Et c'est assez intéressant parce que, à la fois, ça montre quelque chose d'assez réel, c'est-à-dire qui sont les acteurs du jeu politique, du moins quels sont ceux qui se l'approprient de la façon la plus évidente. Mais on voit bien aussi que on va chercher, on voit quel public est visé, et on voit bien finalement quels sont les ressorts d'identification qui sont recherchés dans cette série par ce qui est quand même un biais, parce que malgré tout, ça ne représente quand même pas la majorité de la population municipale. Alors, vous allez me dire, c'est une fiction, le but du jeu, c'est pas de faire un documentaire sur la diversité des publics au sein de la ville et de leurs relations politiques, mais en tout cas, voilà, on a quelque chose qui est assez intéressant, et j'allais dire que le nœud social de la série, c'est une classe moyenne, plutôt des intellectuels, et avec des recompositions en cours, c'est-à-dire la montée en puissance des femmes dans le jeu politique ou syndical et la montée en puissance des jeunes. On le voit en particulier dans les tractations qui apparaissent au sein du parti d'opposition. Il va donc présenter un candidat à l'équipe municipale sortante, qui va opposer un candidat à l'équipe municipale sortante, et où en fait on voit se mettre en place tout un jeu d'opposition entre une jeune garde qui monte et puis, quand bien même c'est un parti de l'opposition, finalement une vieille génération plus assise, on va dire, dans ses habitudes. Donc voilà un petit peu les quelques éléments que l'on peut dire sur ce que la série met en avant de questions sociales et de processus d'identification sociale pour les téléspectateurs. Alors, vous l'avez aussi évoqué, cette série qui se déroule durant une campagne électorale, c'est aussi le moment d'appréhender la façon dont se passent à la fois les élections, on y reviendra peut-être aussi, mais surtout la façon dont est vue et vécue d'ailleurs en Afrique la gestion municipale, puisque ça on l'appréhende très bien au cours des différents épisodes, Jean-Fabien. Oui, alors les élections, on va pas tellement pouvoir en parler maintenant parce que la série se termine. Pour l'instant, c'est une série, il y a que la première saison, et à la fin du 8e épisode, on est encore en campagne électorale, donc on n'a pas encore d'éléments sur le déroulement des élections. Il faudra attendre la saison prochaine pour pouvoir en parler un petit peu plus. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que la série est ponctuée, structurée jusqu'à un certain point par des problèmes et des enjeux de gestion municipale. Et évidemment, dans le contexte de la campagne municipale, ces enjeux de gestion municipale vont devenir des enjeux politiques dans le double sens du terme, c'est-à-dire à la fois de la gestion de la cité et en même temps du débat et de l'opposition des projets politiques entre les différents acteurs. Et pour le coup, c'était déjà vrai avant, mais j'ai évoqué ce biais social où finalement on n'a qu'une certaine catégorie de la population qui est représentée dans la série. Pour le coup, les enjeux, les problèmes et les enjeux de gestion municipale, eux, sont plus larges et permettent d'avoir une assez bonne appréhension finalement de ce que sont les enjeux. Alors selon les épisodes, il y en a qui vont être plus ou moins importants, mais le premier épisode, par exemple, est marqué par une tentative par l'équipe municipale en place de déguerpir, d'évacuer un marché au sein duquel sont présents de nombreux commerçants et commerçantes informels. Et là, ça, c'est quelque chose d'extrêmement classique qu'on retrouve dans de très nombreuses villes
l'idée que finalement, on va essayer de mettre en ordre le commerce et notamment le commerce de rue. C'est par la mobilisation des femmes, une fois encore des femmes, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur une des ambitions de la série, que ce déguerpissement, cette éviction du marché finalement échoue. Autre exemple de gestion municipale, c'est la gestion des services urbains, notamment autour de la question de l'eau, autour de la question des déchets, qui sont des enjeux tout à fait fondamentaux, parce que évidemment, et pour l'eau et pour les déchets, ça va directement toucher au bien-être et à la santé des populations. Il y a donc des enjeux qui sont des enjeux que l'on pourrait identifier comme étant des enjeux de développement durable et qui participent d'ailleurs finalement très, très fortement des objectifs de développement durable qui sont promus par le Programme des Nations Unies pour le développement et qui imprègnent aujourd'hui toutes les politiques publiques qui se mettent en place à différentes échelles, échelle internationale, échelle supranationale, échelle nationale, échelle infranationale et puis échelle locale. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. On le voit dans un épisode, il y a la question de la pollution des nappes phréatiques et des épidémies qui peuvent en résulter. Il y a la question de la gestion des déchets, du dépotoir à proximité du quartier précaire, du dépotoir qui devait être à la faveur d'un financement extérieur délocalisé, mais qui finalement ne l'est pas. Évidemment, on commence à poser la question d'un autre point important, mais dont on parlera peut-être plus tard, qui est la question de la corruption. Et en gros, on a là des choses qui sont extrêmement classiques, récurrentes dans la plupart des villes, et qui montrent bien justement que là, il y a des enjeux qui sont vraiment des enjeux que les collectivités locales peuvent prendre à bras-le-corps. Dans l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest dans lesquels la série est diffusée, en fait, elle est diffusée partout puisqu'elle est disponible sur Internet, mais en tout cas, parmi les cibles qui sont ceux conçus par les producteurs de la série, les niveaux de décentralisation sont très différents selon les pays, et donc les niveaux de compétences des collectivités locales sont très différents. Mais il n'empêche qu'autour de l'eau et des déchets, on est quasiment toujours sur des préoccupations qui souvent sont gérées au niveau local. Alors, pas seulement, mais en tout cas, où on va avoir une implication forte des acteurs locaux. Donc, de ce fait, dans le contexte qui est celui de la série, de mettre en scène une campagne municipale, on va voir comment, justement, la question de la gestion de ces services urbains va prendre de plus en plus d'importance. Et en particulier, sur les derniers épisodes de la saison, sur le dernier et l'avant-dernier, ça va vraiment se focaliser sur la question des déchets. Le dernier épisode, d'ailleurs, a pour titre directement la question de la déchetterie. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit comment cette question de gestion des services urbains va être prise en charge. Comment est-ce que les différents candidats à la municipalité vont aussi instrumentaliser la visite de la déchetterie qui a pris feu, enfin de la décharge qui a pris feu et qui a menacé les quartiers précaires, etc. Comment ils se font photographier, donc il y a toute une mise en scène autour de ça. Ce que ça met aussi en avant, c'est finalement que dans ces enjeux de gestion municipale semblent ne pas pouvoir être résolus par les municipalités elles-mêmes, ou du moins de façon très incomplète. On le voit bien à propos de la déchetterie, ce qui est mis en avant, c'est que le déplacement de la déchetterie n'a pas encore été effectué alors qu'il aurait dû l'être sur la base d'un financement extérieur qui devait être obtenu par la mairie dans le cadre d'un projet de développement qui s'appelait Tanasanga, ville émergente. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus parce que c'est un autre élément qui est assez intéressant. Aujourd'hui, la plupart des politiques urbaines et des politiques locales dans les villes d'Afrique de l'Ouest vont reposer sur des financements extérieurs. Dans le cadre de coopération multilatérale, bilatérale, décentralisée, il y a différents leviers et différents guichets sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Ici, il y a un programme qui est un programme Ville émergente. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce programme Ville émergente. D'abord, c'est l'intitulé, Ville émergente. Le mot émergent est un mot qu'on retrouve aujourd'hui dans quasiment tous les discours sur les programmes de développement nationaux, régionaux et locaux. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment le mot émergent s'est peu à peu imposé et a effacé le mot développement. On voit bien qu'on est sur autre chose. C'est l'émergence devient aujourd'hui un objectif à atteindre plus que le développement. Alors, plus que le développement, je parle des mots, je ne parle pas nécessairement des contenus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce programme Ville émergente, on voit bien que dans les discours qui sont portés par les acteurs
les acteurs, on pourrait jouer sur le mot, c'est-à-dire à la fois les acteurs de la série et puis les acteurs politiques qu'ils sont censés représenter, qu'ils représentent en acteurs. Finalement, la ville émergente, c'est l'idée de présenter Tanasanga comme étant une ville, d'essayer de faire en sorte que ce soit une ville moderne. Alors, il y a l'université qui aide à faire en sorte que cette ville se fonde sur une économie du savoir. Il y a une usine de transformation des produits agricoles. Enfin, on essaye d'innover et de présenter des éléments d'innovation. Mais en même temps, ce qu'on apprend dans la série, c'est que finalement, la première phase du décaissement des financements qui accompagnent le projet Ville émergente avait d'abord pour vocation de permettre le financement d'un certain nombre de services urbains de base qui correspondent finalement d'abord à une mise à niveau, si je puis m'exprimer ainsi, d'un certain nombre de services urbains, notamment autour de la question de la gestion des déchets et de la salubrité, le balayage des rues, la gestion de la déchetterie, etc., etc. Donc on est ici sur quelque chose qui, là encore, qui est assez intéressant. On voit bien ce que sont les enjeux. C'est-à-dire comment, finalement, porter en même temps un projet de développement local qui soit fondé sur une ambition forte autour, justement, et qui colle avec l'idée que les villes secondaires, dans le développement, dans l'évolution des réseaux urbains, dans l'importance croissante que l'on va accorder à la dimension métropolitaine des villes secondaires, voilà, le programme Ville émergente prend évidemment toute sa place là-dedans, mais au final, la ville émergente n'est rien si d'abord on n'a pas réglé un certain nombre de problèmes structuraux qui persistent dans la ville et qui sont des signes de dysfonctionnement de la gestion urbaine au quotidien. Le balayage des rues, la gestion des déchets, le fonctionnement de la déchetterie, la question de la sécurité de l'eau, etc., etc. Donc on voit bien, et tout cela montre évidemment une extraordinaire dépendance de la municipalité à des financements vis-à-vis de financements extérieurs qui posent la question justement de la décentralisation. Jusqu'où une municipalité est libre de conduire ses propres politiques municipales si elle reste dépendante de financements qui, pour la plupart d'entre eux, sont des financements extérieurs et sont fournis dans le cadre de programmes qui sont des programmes identifiant des objectifs spécifiques. Donc voilà, et évidemment, la campagne électorale, alors on le voit, au début, on le voit de façon, j'allais dire, plus on avance dans la série et plus on avance dans la campagne électorale, plus cette articulation aux enjeux de gestion municipale prend de l'importance. Ce qui est logique, évidemment, puisque plus on va avancer dans la campagne municipale, plus ça va devenir un élément de discussion. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, que la série avance. Alors effectivement, vous avez évoqué ces problèmes récurrents, Jean-Fabien. Ce qu'il y a aussi à évoquer, vous l'avez dit aussi, c'est véritablement la corruption que l'on voit parfaitement apparaître à travers cette série Wara. Alors la corruption, c'est vrai que dans nos cadres mentaux, quand on pense souvent à l'Afrique, on pense souvent à la corruption. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça justement, Jean-Fabien? Est-ce que là, la série est réaliste ou au contraire, est-ce qu'elle ne va pas peut-être amplifier ce poncif? Alors, je sais pas si elle l'amplifie. Il faudra voir les prochains épisodes et les saisons à venir. Ce qu'on constate, c'est que la corruption, là aussi, prend, j'allais dire, de plus en plus d'importance au fur et à mesure qu'on avance dans la série. C'est-à-dire qu'au début, finalement, on ne la voit pas trop. Et puis, plus on avance dans la série, plus on va la voir. Alors, on va la voir de différentes façons. On va la voir autour, on va peut-être essayer de graduer, c'est-à-dire d'abord d'une petite corruption individuelle. J'évoquais tout à l'heure le représentant du syndicat estudiantin à qui finalement on propose un accord donnant-donnant, c'est-à-dire soutenir l'équipe municipale sortante portée par le recteur de l'université pour s'assurer d'un paiement plus rapide des bourses. C'est de la corruption. En même temps, on peut se mettre à la place de ce jeune leader estudiantin pour qui la question du paiement des bourses est évidemment une priorité majeure et une vraie question sociale majeure pour des étudiants. Il n'a pas nécessairement un intérêt personnel ni une perspective d'enrichissement personnel, mais on est dans une logique de marchandage politique qui, en tout cas, est présentée comme telle par le recteur de l'université, par ailleurs candidat à la mairie. Donc, il y a une forme ici de corruption clientéliste, etc.
Après, on va l'avoir à une autre échelle, c'est-à-dire qu'on va voir un petit peu comment se met en place ou apparaissent des intérêts convergents, notamment entre le recteur de l'université et le directeur de l'usine de l'usine agroalimentaire de la ville. Cet intérêt convergent, on va aussi le trouver par finalement des libéralités qui ont été offertes par la municipalité sortante à cette usine, notamment un bail emphytéotique sur des terrains agricoles qui sont à proximité, etc. Donc on voit bien que là, il y a une autre dimension qui est une convergence d'intérêts, un soutien mutuel, etc., etc. Et puis, plus on avance dans la série, plus on va voir aussi un certain nombre d'acteurs qui vont s'intéresser, notamment ceux qui sont issus de la société civile, les journalistes, parce que j'en ai pas parlé, mais on voit aussi quelque chose d'assez intéressant, comment le journalisme d'investigation apparaît comme étant un élément important pour essayer de débusquer justement, de dénoncer cette corruption. Et la journaliste, toujours dans la perspective qui est celle de ce film, de cette série, pardon, est une femme aussi qui ose aller chercher l'information là où peut-être ses collègues n'oseraient pas aller, et où on voit commencer à apparaître cette fois-ci quelque chose qui ressemble plus à de la corruption fondée plus directement et plus visiblement sur du détournement de fonds, des fausses factures, etc. Et évidemment, la question qui va se poser, c'est qu'est devenu l'argent de ce fameux programme Tanasanga, ville émergente, et pourquoi la déchetterie n'a-t-elle pas été délocalisée plus tôt, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure qu'on avance dans la série, dans la saison, on va voir cette corruption prendre de plus en plus d'importance. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que cette importance, on va voir se cumuler justement ces différents registres de corruption que je présentais, individuels, systémiques, liés à des détournements, et on va évidemment voir qu'elle va prendre de plus en plus une dimension politique, la volonté portée par le parti d'opposition de proposer un modèle alternatif. Donc voilà, donc on le voit bien. On voit bien finalement ici quelque chose d'assez intéressant qui se construit autour de ça. À la fin de l'épisode 8, on n'a pas encore de certitude. On sait qu'il y a des preuves de fausse facturation, de détournement, etc. Mais on ne sait pas encore lesquelles, on ne sait pas quoi. Et donc, on est encore dans une relative incertitude sur ce que ça donnera dans la saison suivante et sur l'importance que ça prendra dans la fin de la campagne électorale. Mais cette question de la corruption est intéressante parce que d'une part, on va pouvoir identifier ces différents registres de la corruption, et puis on va voir aussi comment, dans le débat électoral, elle va permettre d'une certaine façon d'opposer une équipe municipale sortante qui semble davantage portée par une sorte de vision utilitariste qu'on pourrait décliner de différentes façons, et puis l'opposition qui semblerait se poser davantage sur des principes et sur une vision peut-être un petit peu plus idéologique, portée par des jeunes, donc qui incarnent d'une certaine façon le renouveau de la classe politique. Et on le voit d'ailleurs dans les discussions qu'ils ont avec les anciens du parti d'opposition. On le voit aussi par la tête de liste, qui n'est pas un jeune, qui est un professeur d'université, mais qui fut dans son temps un jeune idéaliste qui avait été en exil, etc. Donc voilà, on a en fait une appréhension de la corruption qui devient très vite, me semble-t-il, politique, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la série et plus on avance dans la campagne électorale, plus elle devient une façon d'opposer finalement deux listes l'une à l'autre. Jean-Fabien Steck, merci pour cette présentation de la série donc, qui est sur cette ville fictive du Sénégal, la série Ouara, donc disponible sur le site internet de TV5 Monde. Et vous l'avez dit au cours de l'émission, cette série n'est pas terminée puisqu'on est arrêté
en plein suspense, j'allais dire. L'élection n'est pas terminée. Donc peut-être y aura-t-il une nouvelle émission pour nous, Jean-Fabien, où vous viendrez voir justement avec nous ce qui s'est passé, le résultat des élections et présenter ce qui sera sans doute la saison 2. Eh bien, on verra à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup Jean-Fabien. Donc vous avez fourni, comme tous les autres intervenants et intervenantes, une bibliographie qui permettra à celles et ceux qui voudraient se renseigner un peu plus, à la fois sur vos travaux, mais aussi sur ce qu'on peut voir dans la série, sur notre site internet, donc histoireensérie.com. Et puis, comme toujours, vous pouvez vous rendre sur le site de notre partenaire nonfiction.fr pour retrouver le résumé de votre intervention et les liens pour aller l'écouter. Jean-Fabien, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.